Alors on part d'abord d'une d'une position de référence qui est en fait la position, je dirais, la perte de balle. Donc dans un replacement de zone presse, en fait, les principes, avec une zone de récupération qui est plus ou moins haute. Donc en position haute, on a la défense je dirais, à 4-5 mètres de la ligne médiane pour avoir un petit peu de recul quand même par rapport à la ligne du hors-jeu. Et puis ensuite un milieu de terrain disposé à je dirais, ce que j'appelle 12 mètres, mais enfin c'est entre 10 et 15 mètres devant. Et donc les deux attaquants positionnés également à une douzaine de mètres donc devant les milieux de terrain. Donc ça c'est la position de base, de replacement du bloc, à définir déjà au départ, et ensuite évidemment en fonction du déroulement de la rencontre aussi, être capable de s'adapter. En position basse, on va resserrer les intervalles, on va resserrer les lignes, évidemment, avec une couverture latérale qui sera aussi différente. On va avoir un resserrement des distances entre les joueurs en fonction de la proximité de son but. Il y a deux situations à la perte de balle. C'est un pressing à la perte, mais qui est conditionné par la façon dont on perd le ballon, qui est conditionné aussi bien sûr par le positionnement du bloc à ce moment-là. Ça permet d'éviter des courses de replacement qui sont pénalisantes. Ça permet de remettre tout de suite la pression sur l'adversaire. Mais le pressing à la perte, ça se fait que dans des situations bien précises. Il faut déjà avoir bien sûr une maîtrise. Sinon, donc la base de la récupération, c'est une zone presse, donc avec une zone de récupération qui est la plus haute possible, je dirais, d'une façon générale, même si après on peut s'adapter en fonction des matchs et des adversaires. Donc voilà la position du bloc. On ne cherche pas à récupérer le ballon au-delà de la zone de récupération. L'objectif, c'est de contrôler les espaces entre les lignes et ensuite d'avoir un cadrage et un système de couverture qui permettent à la fois de contrôler le porteur du ballon et de fermer les lignes de passe. Chaque joueur a à gérer l'espace qui est situé devant lui. Donc ce qui permet d'avoir une spontanéité dans la sortie. C'est-à-dire que si vous avez l'espace à gérer derrière et devant, il y a une perte de spontanéité et donc dans le cadrage, il y aura les dixièmes qui manquera aussi pour l'efficacité. On peut imaginer un adversaire avec le ballon, un adversaire ici. Donc un adversaire dans le bloc libre, c'est pas un problème. Donc on le gère pas physiquement, on le gère mentalement, bien sûr, dans le contrôle de ses déplacements pour être capable d'anticiper, mais pas physiquement. Et justement, les distances sont importantes pour pouvoir intervenir aussi dans le temps de la passe sur le porteur du ballon. Donc si le ballon est transmis, dans le temps de la passe, donc il y a le joueur qui est concerné, le joueur dans son espace devant va sortir dans le temps de la passe pour le cadrer, intercepter le ballon si c'est possible, ce qui est toujours assez intéressant bien sûr. Et à ce moment-là, les trois autres joueurs de la ligne assurent une autre ligne en couverture. C'est-à-dire on peut imaginer ici donc une fermeture des trois pour être aussi sur des lignes de passe verticales, ce qui apporte une sécurité supplémentaire. Et je dirais, et aussi un joueur de la ligne supérieure qui vient fermer de telle manière à assurer une supériorité numérique sur le porteur du ballon. Alors il y a la couverture latérale aussi qui est aussi une notion importante. On peut imaginer par exemple ici une passe sur le latéral. Et donc là, on va avoir dans le temps de la passe également l'extérieur qui va remonter au niveau des attaquants. Donc une convergence évidemment des joueurs côté ballon. Et avec chaque ligne qui va s'orienter en oblique de telle manière à assurer une couverture latérale pour fermer des angles de passe toujours, et avec bien sûr cette oblique qui est moindre au niveau de la ligne défensive pour s'appuyer sur le hors-jeu. Cette notion d'oblique, même au niveau de la ligne défensive, ça permet de contrôler le joueur qui est situé dans cet espace. Donc c'est ce joueur-là qui contrôle le hors-jeu. S'il n'y a pas de joueur dans cet espace, à ce moment-là, évidemment, il a intérêt à s'aligner ici, parce que le fait d'avoir une couverture ici et d'avoir aucun joueur dans cet espace, ça libère évidemment. Lui va adapter
son positionnement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a l'espace, c'est le joueur qui a l'espace en face de lui, qui lui donc est en mesure de contrôler son placement. Il y a beaucoup de buts qui viennent côté opposé, avec un latéral qui s'est intégré, qui n'a pas eu le temps de revenir, et donc cet oblique qui ne fonctionne pas. Ouais. Alors c'est vrai que c'est très contraignant au niveau des courses de replacement. Ça demande d'anticiper, et ça demande aussi évidemment de ne pas perdre de ballon, puisque quand l'équipe est en position offensive, les excentrés se projettent déjà, ont tendance à se projeter. C'est aussi pour ça que dans la phase offensive, il y a plusieurs temps qu'on repère, de telle manière à se sécuriser aussi. Le 4-4-2, ça permet justement d'avoir des transitions qui sont très rapides, avec un bloc qui reste court, une occupation maximale de la largeur en phase offensive, avec notamment les excentrés, et un replacement du bloc à la perte aussi très, très rapide. Donc dans l'animation offensive, je dirais le but, c'est de créer le déséquilibre chez l'adversaire à partir d'une circulation du ballon, qui ne sera possible qu'en coordonnant la mobilité des joueurs pour donner le maximum de solutions au porteur du ballon. Et donc là, il y a des principes qui sont simples. Alors d'abord, dans un premier temps, lorsqu'on est en position basse, je dirais là, on doit se sécuriser. Donc je dirais que dans cette configuration, on est déjà en 4-4-1-1 avec un attaquant qui vient décrocher pour apporter un soutien à l'action. Et là, les deux lignes de 4 ne se déforment pas, parce qu'on est encore dans une situation où justement il faut aussi se prémunir d'une perte de balle. Donc par contre, ce qu'on demande, c'est d'utiliser toute la largeur. Donc les deux excentrés, je leur demande d'aller toucher la ligne de touche pour offrir des solutions de passe. On va privilégier la remontée du ballon par les côtés, déjà pour aussi éviter des pertes dans l'axe qui sont préjudiciables. Et donc voilà. Et on va ici, les deux milieux vont aussi se déformer. Autant ils se replacent sur la même ligne, autant dans la phase offensive, les deux ne restent pas sur la même ligne, ils s'intercalent pour donner des solutions de passe de la même manière que les attaquants. On a une position médiane du bloc maintenant, où on peut imaginer que dans ce cas-là, on a... c'est pas systématique évidemment, mais donc l'adversaire a eu le temps de se replacer. Donc là, on va commencer à avoir une phase où l'objectif n'est plus de gagner du terrain, mais au contraire de créer des déséquilibres en faisant circuler le ballon de façon contradictoire. Les principes sont aussi une utilisation maximale de la largeur, des milieux et des attaquants qui sont en décalage dans les interlignes de l'adversaire, donc jamais les deux sur la même ligne pour avoir un maximum de solutions pour le porteur du ballon. Et là, les déplacements, ils doivent être coordonnés. On prend le milieu excentré, par exemple, une fois qu'il a touché la ligne, lui, il a la liberté totale de faire un appel qu'il veut. Donc, ou il demande dans la profondeur, ou il rentre, par exemple. S'il rentre, ça veut dire que ça libère un espace, et donc les principes d'utilisation de la largeur commandent au latéral de venir dédoubler. Là, on a un principe, on reste toujours à trois défenseurs. Donc, dans ce cas-là, le latéral opposé reste avec des deux centraux pour assurer une ligne en couverture. Le gros danger, c'est quand on laisse deux joueurs ici, simplement, les deux centraux, les deux latéraux remontent. Alors, il y a des équipes qui équilibrent par un milieu qui décroche, mais bon, c'est pas très rationnel. Ça veut dire aussi que dans ces cas-là, ça suppose avoir des joueurs hors normes sur le plan athlétique, parce que dans la vitesse de course, il faudra gérer. Donc voilà, sur le plan général, les principes. À un déplacement, en fait, va s'accompagner les déplacements d'autres joueurs. Et chaque joueur, à un moment donné, a la liberté de le faire. Donc pour les attaquants, c'est la même chose. Et il y a possibilité pour un des joueurs de décider. Et évidemment, c'est le joueur qui est le plus proche du ballon qui va pouvoir le faire, puisque l'autre, là, a à la fois le porteur du ballon et son partenaire dans le champ de vision. Donc, s'il décroche, là, l'autre attaquant va faire un appel dans la profondeur. Dans cette phase-là, notre 4-4-2, c'est plus des lignes, c'est simplement un espace qu'on a à gérer qui reste très court, 25 mètres de profondeur, et par contre qui utilise tout l'espace de la largeur du terrain. Et puis on a une dernière phase où là le déséquilibre il est vraiment créé. Donc s'il y a un déséquilibre, un décalage qui s'est effectué, dans ce cas-là
Évidemment, on a un bloc équipe qui va évidemment s'espacer, puisqu'on va jouer sur tout un demi-terrain, si ça se termine sur la ligne de but. Donc c'est le seul moment du match en fait où l'équipe est un peu étirée. Et là, on a des principes avec 2 joueurs qui contrôlent le milieu, et puis 5 joueurs qui sont à ce moment-là qui sont dans l'action offensive, mais on a toujours ces 5 joueurs qui sont en sécurité, ce qui permet de se sécuriser à la perte de balle pour apporter un frein, et aussi évidemment c'est un intérêt offensif parce que si l'action a échoué, ça permet d'avoir des solutions pour tourner le jeu. Là, on passe à un replacement, soit un pressing à la perte si c'est possible, sinon un replacement haut, qui est d'autant plus intéressant justement à le faire haut, que les courses de replacement sont plus courtes et donc le temps aussi de replacement plus rapide pour reconstituer le bloc. Sachant que aussi dans le replacement, on peut avoir des permutations ponctuelles, et que l'objectif étant de replacer le 4-4-2 le plus vite possible. Le paramètre principal, c'est le ballon. Donc ça permet à chacun d'avoir la même lecture du jeu et d'avoir une stratégie vraiment collective. Et celui qui est le plus proche du ballon, en fait, va avoir amener l'action collective aussi, puisque les autres l'ont dans son champ de vision. Donc s'il presse, les autres vont l'accompagner. Si au contraire il lâche et il amorce une course de replacement, à ce moment-là, c'est qu'on vient dans une course de replacement. On le fait aussi parce que c'est des situations qui sont très fréquentes quand les 2 attaquants sont éliminés. À ce moment-là, on replace un bloc de 8 avec nos 2 lignes de 4, mais dans ce cas-là, en position un peu plus basse. Pour nous, on prend, ça c'est pas non plus systématique, mais enfin idéalement la ligne médiane comme repère, et on replace le bloc de 8 en attendant que les 2 attaquants se remettent avec les 8 pour récupérer le ballon. Et là, les principes de couverture restent toujours les mêmes. Et il y a un troisième cas de figure, si les milieux sont chantés, dans ce cas-là, la ligne défensive recule jusqu'à environ 25-30 mètres en faisant un recul frein, et commence à récupérer le ballon, enfin simplement qu'à 30 mètres, où là il y aura donc un qui sortira contrôler le porteur du ballon dans l'espace, et les 3 autres qui assurent une ligne en couverture. Donc les principes sont respectés, mais dans 3 situations différentes, où on a le bloc de 10 en écran, où on a le bloc de 8, où on a la ligne de 4. Avec ces principes d'organisation, on peut avoir des joueurs complètement différents, dans des profils différents. Je pense notamment aux excentrés, où ça peut être des anciens ailiers, par exemple, des joueurs de débordement, qui vont, eux, même simplement dans un déplacement, privilégier des courses verticales dans l'espace, voire dans des actions individuelles des courses de percussion. Ou alors, on a des joueurs de soutien qui viendront plus intérieurs, à partir d'une position excentrée qui n'est pas inintéressante aussi, parce que ça leur permet d'attirer le ballon. Donc ils se démarquent en s'excentrant pour après pouvoir rentrer dans le jeu, et là utiliser leur maîtrise dans la construction du jeu. Donc c'est des joueurs qui sont très différents. Au niveau des milieux axiaux, c'est la même chose. On peut avoir deux joueurs qui ont des profils à la fois de récupérateurs et de meneurs de jeu, ou alors avoir un joueur d'un profil plus défensif, récupérateur, et l'autre plus offensif. Donc dans ce cas de figure, il y en a, comme on l'a dit, il y en a un qui restera toujours occuper l'espace, ce sera plutôt le joueur au profil défensif. Voilà, donc voilà, c'est surtout une question de complémentarité dans ce cas-là. Pour les attaquants, c'est la même chose, où on a 2 attaquants qui sont capables d'alterner. Alors le problème, c'est quand on a 2 joueurs qui sont essentiellement des joueurs de profondeur, c'est très difficile, parce qu'à ce moment-là, les courses risquent d'être les mêmes, et donc on n'a plus cette richesse dans les courses qui apportent des solutions aussi au porteur du ballon. Donc idéalement, il faudrait avoir 2 joueurs qui sont capables d'alterner d'alterner le décrochage et la course dans la profondeur, mais on peut avoir un joueur de soutien et puis un joueur de profondeur qui aussi apporte cette fluidité au système.
Pour les latéraux, là, je dirais que c'est des qualités offensives, où on a des latéraux qui sont capables aussi d'apporter un plus offensivement, ou d'autres moins. Bon, dans ce cas-là, ils s'intégreront plus ou moins à l'action offensive, et c'est pour libérer peut-être plus le latéral côté opposé. Les défenseurs centraux, je dirais eux, leur première relance était pour moi essentielle, puis leur capacité bien sûr à défendre, et comme on l'a vu, on peut jouer haut que si on a des joueurs bien sûr qui sont déjà très forts dans l'anticipation, dans la profondeur, et qui ont aussi des qualités de vitesse de course qui permettent justement de se sécuriser en jouant haut. Quand on a une équipe peut-être qui reste cloisonnée dans un 4-4-2, dans un positionnement défensif alors qu'elle est en position offensive. C'est-à-dire que là, beaucoup de gens imaginent que le 4-4-2, voilà, on reste comme ça avec le ballon. Et en étant réaliste, c'est impossible. Donc il faut qu'il y ait cette animation, évidemment, qui reste à la fois rigoureuse en termes d'occupation d'espace, mais qui soit très riche pour apporter quelque chose. Parce que sinon, évidemment, on peut avoir des problèmes. Notamment ici, on a souvent ce problème-là, c'est-à-dire cet espace à gérer offensivement. Quand on n'a personne pour assurer cette liaison, évidemment, c'est un problème. Sur le plan défensif, dans une zone presse très haute, évidemment, il y a aussi toujours un danger, c'est l'espace qu'on laisse derrière, et donc qui est lié au cadrage ou non de l'adversaire, évidemment, et après à la capacité d'anticipation de la ligne défensive, mais de tout le bloc aussi, sur les longs ballons. Puisqu'il faut que dans ce cas-là, si le porteur n'est pas cadré, tout le bloc décroche dans le même temps, de telle manière à contrôler les espaces en permanence sur des ballons profonds.